2, 3, come on! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Talk sur Wanted TV, le débat qui donne la parole aux citoyens de la métropole tourangelle et met en lumière leurs initiatives. En plateau avec moi ce soir pour animer cette émission, Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir, bonsoir à tous. Ensemble, nous allons donc écouter et donner la parole à plusieurs acteurs associatifs et citoyens des quartiers populaires de Tours et de sa métropole. Ici, dans cette émission, pas de discours abstraits, nous allons parler donc de terrain, solutions concrètes et engagements clairs. Passons à la présentation donc de nos trois invités. Je commence avec vous, Nejid El-Baja, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur du El-Baja Boxing Club dans le quartier des Fontaines, un club de boxe, comme son nom l'indique. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce club ? Bah oui, ce club est situé au sein du quartier des Fontaines, en plein QPV. Ça fait 26 ans qu'on existe au sein du quartier des Fontaines, où on fait prioritairement le sport. On va dire la boxe, oui, c'est notre fil conducteur, mais à côté de ça, on favorise le sport pour tous. Donc voilà, on accueille des seniors, des baby-box, des 6-9 ans, on a différents publics, quoi. Donc on fait du sport adapté aussi. Et donc voilà, le club existe depuis pas mal de temps et on fait des actions en parallèle sur de l'animation, de loisirs. On fait des journées citoyennes et voilà, on essaie de s'investir au mieux au sein du quartier. Un des clubs structurants du quartier des Fontaines. Voilà. Je me tourne maintenant vers vous, Nadia Hamoudi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de Naturellement Citoyen. C'est une association qui agit pour renforcer le pouvoir d'agir des habitants et la participation citoyenne. Même question, depuis combien de temps existe cette association ? Elle est toute récente, en fait, on l'a créée durant la crise sanitaire de 2020. Elle répondait à un besoin ? Elle répondait à un besoin, puisqu'on, comme vous savez, on a vécu quand même une période assez particulière en 2020, notamment la période de confinement, qui fait qu'on s'est retrouvé quand même face à un public en grande précarité pour différentes raisons. Dans un état d'isolement aussi important. Et en fait, Naturellement Citoyen, au départ, c'était un collectif d'habitants qui réunissait, on va dire, des personnes bénévoles, habitantes, avec des compétences spécifiques. Et en fait, on a mis toutes ces compétences dans un pot commun pour justement créer ce réseau solidaire. Et où se situe cette association dans Alors, Tours ? le siège, il est au Sanitas. On ne se limite pas au Sanitas, c'est-à-dire qu'on intervient sur l'ensemble de la ville. On a même mené quelques actions à l'échelle de la métropole. Mais c'est vrai qu'on se sert vraiment du quartier du Sanitas comme laboratoire justement pour expérimenter tout un tas d'actions et ensuite on les met à la disposition de ceux qui voudront bien s'en emparer si ça les intéresse. Merci pour cette présentation. Enfin, dernier invité à présenter, Burhan Aliti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association intergénérationnelle de la Rabière, mais pas que. Vous êtes aussi basé aux Rives du Cher. Alors, de métier, je suis directeur d'un centre social aux Rives du Cher. Mais là, je pense que ça va forcément alimenter le débat aussi. Mais là, je suis vraiment au titre de président de R. Donc R, c'est une asso qui a bientôt 10 ans. On est sur le même champ que Naturellement Citoyen. On intervient sur le quartier de la Rabière à Joué-les-Tours, sur les questions de participation des habitants, de pouvoir d'agir. Et on essaie justement, à travers les différentes actions qu'on met en place, de faire en sorte que les habitants se réapproprient d'abord leurs propres paroles. C'est-à-dire que nous, la première action qu'on a mis en place quand on a créé l'association, c'était de créer un espace qui s'appelle la table de quartier. Et donc, c'était c'était pour répondre aux conseils citoyens que nous on trouvait très limitatifs et fermés. Donc nous on a dit non, l'expression des habitants doit être libre et on ne doit pas montrer parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Conseil citoyen, c'était ouvert, un tirage au sort à partir des listes électorales. Donc si on n'était pas citoyen français, on ne pouvait pas participer. Donc nous, on a trouvé ça injuste et on a monté cette fameuse table de quartier. Voilà. Ouais, fermé au sens de la représentativité ceux qui composent ce conseil. Ouais. Très bien. Je vais commencer avec une première question. Je me retourne vers vous, Nadia. À Tours, il y a quelques initiatives citoyennes qui manquent encore pour que les habitants puissent réellement décider des projets dans leur quartier, selon vous ?
Quelques initiatives. Bon, on va dire la question, elle est vaste. On a quand même un tissu associatif qui fait un gros travail sur nos quartiers. Maintenant, la question, nous, on travaille vraiment sur le lien entre, on va dire, le politique et la société. Voilà. Et pour nous, ça, c'est important. En gros, c'est ce que disait Buran tout à l'heure, c'est comment faire en sorte que les citoyens soient vraiment acteurs de leur destinée, tout simplement. Et l'objectif, c'est plutôt de ramener les institutions au cœur de la cité. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on doit faire des choses pour les quartiers populaires, mais on doit le faire avec les habitants. Donc pour moi, c'est plus une question de méthode, finalement. Et si cette méthode, c'est la vôtre, c'est parce qu'il y a une perte de lien entre institutions et quartiers prioritaires? Je pense qu'on a eu tendance, malheureusement, à gouverner par le haut. C'est un peu la particularité française. On n'a pas ça dans tous les pays européens, hein. Mais en France, il y a une particularité, c'est qu'on est plutôt dans le descendant. Or, nous, notre démarche, c'est connaître, comprendre, mieux vivre la démocratie. Et pour nous, la démocratie, ça doit partir du bas. Donc c'est le citoyen, finalement, qui doit faire des propositions, parce que finalement, il est quand même le mieux placé. C'est quand même lui qui vit ou subit son quotidien, donc il reste quand même le mieux placé pour faire des propositions adaptées, mais dans un cadre, bien évidemment. D'où ce lien extrêmement important entre la population et les institutions. Alors, vous l'avez deviné, cette émission, elle s'inscrit dans un contexte politique particulier. On est à quelques semaines des élections municipales. Je me retourne vers vous. Nadia, comment est-ce que la ville pourrait-elle mieux soutenir les associations, si vous aviez par exemple un message à faire passer aux politiques au pluriel, pour qu'il y ait plus de liens sociaux entre politiques, associations, habitants de quartier? Je pense qu'il faudrait déjà au départ, c'est qu'il y ait une vraie politique associative. Or aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Là déjà, en France, elle n'existe pas. Déjà en France, elle n'existe pas. C'était un point qui avait été relevé à l'époque, il y a quelques années, par la Cour des comptes, justement, qui expliquait que la France n'a pas de politique associative. Et localement, c'est le même problème. Donc je pense qu'il faudrait déjà partir de là. Ensuite, comme on dit, redonner la parole aux habitants. Je pense qu'effectivement, généraliser un petit peu la création de tables citoyennes, comme ça peut être fait à Jouer les Tours, mais comme l'a fait Nedjid aussi dans son club. Je pense que ça, c'est vraiment des actions qu'il faut généraliser. Et puis après, derrière, il ne faut pas que ce soit abstrait. Pour que les gens s'intéressent, il faut qu'ils comprennent vraiment dans quelle société ils évoluent, comment les institutions fonctionnent. Et pour ça, dès lors où il y a ici une problématique qui est pointée, peut-être organiser ces rencontres-là entre les décideurs, donc ça peut être des élus, mais ça peut être aussi des techniciens, et puis ceux qui ont pointé du doigt certaines problématiques ou qui ont simplement des idées ou des solutions pour y remédier. Et est-ce que pour y remédier, il n'y aurait pas un enjeu crucial autour de la jeunesse, de sensibiliser la jeunesse à ces questions-là? Je sais que c'est votre cœur de métier tous les trois. Je me tourne vers vous, Nedjid. Est-ce qu'à travers le sport, par exemple, ça peut être un moyen? Je suppose que c'est un moyen pour vous. Oui, c'est un mais outil est-ce qu'il qu'on utilise. faut en faire plus? Ah oui, beaucoup plus. C'est un peu ce que je remonte actuellement, hein, comme c'est la période des élections. J'en parle beaucoup, longuement, que c'est le moment... c'est même triste qu'on voit que les jeunes ne vont pas voter, par exemple, sont désintéressés. Ça, c'est triste. Et nous, en tant qu'acteurs de quartier, c'est aussi notre travail, notre travail de mobiliser, de leur dire, il faut que tu agisses pour éviter de subir. Parce que c'est bien de subir, c'est un slogan que j'ai lancé il y a un an, agir ou subir. C'est la clé de ton avenir, c'est toi qui décides. Donc tu as la force, tu as la possibilité d'agir par la voie des votes, ou faire des actions, t'investir pour véhiculer tes valeurs, véhiculer ta présence dans cette société. Et c'est vrai qu'on a encore un gros problème de coordination ou d'existence, comme disait Nadia tout à l'heure. On n'a pas de politique jeunesse, vraiment. Vraiment pour impliquer les jeunes, on ne peut pas leur demander de s'impliquer, sachant que nous, on n'a pas
On n'a pas de structure dans laquelle, hormis nos structures à nous, il n'y a pas une structure derrière qui va revaloriser ce qu'on a fait de base. Donc on a un petit souci là-dessus et la jeunesse est un peu perdue actuellement. Moi, on fait du socio-sportif, nous. On fait l'insertion par le sport, j'ai accompagné pas mal de jeunes. Mais après ça, oui, on les réoriente sur le travail, ce qui est l'objectif. Mais à côté de ça, il faudrait qu'on puisse les réorienter sur la vie aussi de citoyens. Et donc, on n'a pas cette possibilité. Et est-ce que donc, avec ce que vous soulevez, ça veut peut-être aussi dire qu'il y a peut-être un manque de soutien du politique auprès des associations et donc le résultat, est-ce que c'est une trop grosse charge de responsabilité pour les associations? Bah oui, nous, parce que moi, je connais Buran depuis pas mal de temps. On a œuvré dans la même ville à Joules-les-Tours. Il y a des gens qui sont experts à la jeunesse. C'est des experts de la jeunesse. On peut pas, voilà, par le travail du terrain. Il en fait partie. Ben, faites confiance à des gens qui connaissent, qui peuvent et puis continuer. Et même, il y a beaucoup, même je pense au Sanitas, c'est pareil. Il y a des associations qui bossent bien auprès de la jeunesse. Mais il ne faut pas les démotiver. Il faut prendre ces experts de la jeunesse pour travailler ensemble, pour faire le pont, le lien entre cette jeunesse et puis la crédibilité, parce que c'est ça qui est important aussi. Hein. C'est pas de vendre du vent aux jeunes. Hein. Et le problème, il est là, des fois. On a un problème on s'engage en tant qu'association. Oui, on va t'accompagner. Puis moi, je l'ai vécu sur différentes actions. Et c'est triste parce que c'est mentir aux jeunes, nous mentir à nous-mêmes et mentir à la société. Donc c'est un problème. Je ne veux pas noircir tout le tableau. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'objectif. Il y a des côtés positifs parce que voilà. Mais il y a un gros travail. Et il faut, moi, je le dis haut et fort, il faut s'appuyer sur des gens qui ont de l'expérience, qui connaissent, qui savent ce qu'ils font. Et ce n'est pas le grand frère ou la grande sœur. Ça, il faut oublier ces discours. C'est plutôt des gens qui ont de l'expérience auprès de la jeunesse. C'est une sorte de confiance. Avec le temps, dans le sport, c'est la même chose. Bon, donc voilà. Et justement, pour rebondir sur cette dimension purement sportive, au-delà du soutien humain qui est peut-être défaillant, du soutien institutionnel aussi qui est peut-être encore un petit peu faible, est-ce que, par exemple, typiquement pour le sport, les infrastructures, est-ce qu'elles suffisent aujourd'hui? Est-ce qu'à Tours, il y a un vrai sujet sur les infrastructures sportives? J'ai entendu, oui, il y a des gros problèmes d'infrastructures. Il y a un manque déjà de... Ils sont vieux, les salles sont vieilles, il y a plus, moi je prends le cas de ma salle, on est 26 ans, mais l'état il est pas au top. Après voilà, moi ce qui me pose problème, c'est l'infrastructure, tu peux l'avoir, mais il faut que tout suive avec. C'est pas uniquement le bâtiment, il faut qu'il y ait tout le contenu à l'intérieur pour pouvoir développer. Moi c'est comme ça que je conçois. J'ai trouvé plus d'écoute au niveau national. J'ai eu la chance de rencontrer des ministres et tout ça. Eh ben, ils sont plus à l'écoute que dans le local, je trouve. Ça, c'est mon point de vue. Il y a vraiment on sent qu'ils comprennent les enjeux, mais voilà, ils ne peuvent pas intervenir sur le local. Ils interviennent sur le national et puis bon, ils ont un grand terrain. Donc, mais il est vrai que c'est ça qui me motive aujourd'hui en tant qu'acteur. Parce que je sais qu'il y a quand même des gens au niveau national qui ont une vision sur la jeunesse, sur les animations de la jeunesse plus large, et heureusement. Et bon, ben voilà, après il faut coordonner, comme disait Nadia, qu'il y ait quelqu'un qui arrive à coordonner du national, du régional au départemental, mais on est loin de tout ça. Nous, on est des petites structures, on n'est pas non plus... Et puis voilà, donc que dire, c'est triste quand même, mais bon, on reste positif. Il faut toujours rester positif. Oui. Buran, je me tourne vers vous. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus du quartier de la Rabière? Est-ce qu'il y a quelles solutions concrètes, par exemple, est-ce que vous aimeriez qui existent pour que la municipalité facilite le dialogue entre jeunes, habitants de quartier, rapport aux politiques? Si ça, alors moi je vais peut-être aussi enfoncer un peu le clou, mais si on s'arrêtait qu'à la question du dialogue, je veux dire, c'est assez facile d'établir un dialogue, de parler, de discuter, d'échanger. Le but, il n'est pas là. Il est aussi que on outille et on donne des billes
là, on parlait des jeunes, mais effectivement, c'est à tout le monde. C'est-à-dire, on donne des billes pour que dans la vie, de la cité, on puisse se positionner selon nos intérêts, parce que il n'en reste pas moins que aujourd'hui, il y a des acteurs qui savent très bien se positionner selon leurs propres intérêts. J'en veux la preuve, par exemple, il y a des rues qui sont beaucoup plus sécurisées que d'autres, par exemple. C'est tout bête, hein. Il y a des rues, vous arrivez dans la rue, vous voyez une chicane, un dos d'âne, un ralentisseur, tout ça, vous vous dites, tiens, est-ce qu'il y a des enfants dans cette rue? C'est peut-être qu'il y a des enfants. Et finalement, vous vous rendez compte que, non, en fait, c'est telle association, tel groupe. Donc, on voit qu'il y a des gens qui sont capables de s'organiser, d'agir plus que d'autres. Alors, la question, c'est est-ce que les habitants des quartiers, ils sont moins doués, non, c'est parce que la situation dans laquelle ils sont plongés fait en sorte que c'est les moins bien outillés pour aller défendre leurs propres intérêts. Et du coup, l'idée, c'est ça, c'est qu'on puisse intervenir et faire en sorte, mais on entrevoit un peu l'immensité de la tâche, et d'autant plus qu'il n'y a pas de moyens. C'est-à-dire qu'on fait ça avec très très peu de moyens. Donc d'abord, si on veut justement améliorer les choses, d'abord on met les moyens. C'est-à-dire que c'est pas possible de travailler dans la précarité et en étant soi-même précaire. Ça c'est clair et net. De deux, j'ai envie de dire, effectivement, si on parle de participation des habitants, à un moment donné, il faut que ce qui est porté comme discours ou comme volonté ou comme action, ça soit aussi accepté de la part des fois, on a des politiques qui voient un peu l'organisation et justement la montée un peu en compétence des habitants des quartiers comme quelque chose qui, ça dérange un peu, parce que une forme de risque, ils vont venir un peu nous contester notre place. Et c'est ce malentendu-là qu'on n'a toujours pas réussi, à mon avis, à régler, c'est celui de on peut faire les choses ensemble. On ne va pas venir vous déposséder de votre pouvoir, vous êtes élu, voilà. Mais il y a aussi des forces vives auxquelles je prends dans un temps un peu lointain, les syndicats, les partis politiques étaient présents dans les quartiers et il y avait une forme de transmission, un peu d'éducation d'éducation politique, on va dire, de politisation. Et ça a complètement disparu. Ça fait, moi, j'ai une cinquantaine d'années. J'ai jamais connu de parti politique présent au quotidien dans mon quartier. Moi, je suis un enfant de la Rabière, donc nous, on essaye modestement, donc à notre niveau, chez R, de faire ce travail-là, c'est-à-dire à quoi ça sert une élection municipale, à quoi ça sert une élection présidentielle, législative. On essaie d'outiller donc à travers les tables de quartier, par exemple, on fait ce travail-là. Et sur cette question de l'outillage justement des associations dans les quartiers prioritaires, si celles-ci ne sont pas outillées, ça rejaillit directement sur tout le panel d'activités que vous pouvez proposer. Je pense par exemple l'organisation d'événements culturels ou d'événements sociaux. Comment concrètement est-ce qu'on agit quand on a un petit peu la corde au cou? On bricole, on fait souvent sur du bénévolat, comme le disait tout à l'heure Nadia, c'est-à-dire qu'on peut encore compter sur des gens qui sont investis, mais ça durera pas. Une petite anecdote, pareil, on est pendant le confinement, et nous on a vu les très grosses structures et les institutions être à l'arrêt. Concrètement, c'est-à-dire que tout le monde était confiné, et donc chez Erne, on n'a pas été confiné, on était sur le terrain et on n'a pas connu un seul jour de confinement, on a été au plus près et c'est cette reconnaissance-là qu'on demande, c'est-à-dire que chacun a son rôle, mais il y a des acteurs d'hyper proximité, vraiment d'hyper proximité qui sont
hyper agiles et qui sont là. Voilà. Quand ça brûle en 2023, c'est nous qui y sommes. Voilà. Et c'est les plus précaires, c'est des animateurs, par exemple, les moins bien payés, qui sont à 3 h du matin en train de calmer les jeunes, en train de leur dire « Arrêtez les gars, c'est pas comme ça qu'on règle les… » Voilà. Et c'est cette reconnaissance-là qu'on demande. Et force est de constater que ils sont pas à la hauteur. Mais ce qui est terrible, parce que tu as enfoncé le clou, mais je vais l'enfoncer aussi, on va en profiter. C'est que là, il parle de la période 2020, donc quand même une période très, très, très compliquée, où faire sortir tous les dysfonctionnements de l'État finalement. Où là, on avait tous les premiers de cordée qui étaient sur le terrain, hein, donc voilà, les associations, enfin bref, ceux qui pouvaient en tout cas, puis ceux qui ont eu le courage aussi à un moment donné, enfin voilà, qu'on retroussait les manches et qui sont allés sur le terrain auprès des plus vulnérables. Mais ce qui est terrible, c'est qu'après cette période de confinement, donc arrivée 2021, avec la loi dite séparatisme, et cette loi dite séparatisme a demandé, a exigé aux associations qui percevaient des subventions de signer ce qu'on appelle le contrat d'engagement républicain. Alors ça c'est vraiment c'est l'insulte pour moi, hein, vis-à-vis du tissu associatif, parce qu'on a des associations qui remplissent des missions d'intérêt général, à qui on demande, en gros, on leur demande, vous allez vous engager, limite, c'est ce contrat d'engagement républicain qui vous permettra d'agir sur le terrain, mais ça c'est du jamais vu. Sous-entendant que vous n'agissiez pas avant, voilà, que vous n'étiez pas dans les clous. Mais non, pire encore, c'est-à-dire que, en gros, l'association, voilà, là c'est le contrat de confiance finalement qui est rompu, c'est-à-dire que l'association, elle doit s'engager à respecter telle règle, etc. Auquel cas, si ce n'est pas respecté, c'est le préfet qui intervient et qui pourra dissoudre l'association, alors qu'on a les outils juridiques. Hein. Demain, il y a une association qui avance de travers, c'est pas compliqué. La justice, elle est là pour lui régler son compte. Mais là, on se dit, mais où on va, quoi? C'est-à-dire que la reconnaissance, il n'y a plus de reconnaissance, mais surtout qu'on a touché le fond, quoi. Et ça a été mal vécu par plein d'associations qui sont montrées du doigt, finalement. Parce que nous, on était ouverts pendant toute la période du Covid. Hein. Et c'est vrai que ça m'avait choqué, ce truc-là. Ils te donnent des subventions, mais voilà. Et aujourd'hui, ils te disent, maintenant, il n'y a plus de subventions. Donc maintenant, ils te disent, ils ont fermé les robinets. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus de charte. Elle est où, la charte? Ça sert à quoi maintenant? Plus rien. C'est triste, hein, parce que c'est l'avenir de la jeunesse. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. On a l'impression que c'est tout le temps la même boucle. Pour conclure sur cette partie des manquements généraux qu'on a évoqués, s'il fallait en retenir 2 ou 3, d'après ce que vous venez de dire, on peut parler donc du manque de représentativité des quartiers dans les institutions. On peut retenir le manque de moyens au global. Ça c'est comme il disait, comme il a dit Burel, il a raison. On n'a pas de moyens. On bricole. C'est du bricolage. C'est du bricolage. C'est la variable d'ajustement. C'est ça qui est pas. C'est ça qui est pas normal. Il y a des subventions qui sont données. Voilà, mais par rapport à, on va œuvrer nous du matin jusqu'au soir. Je prends mon cas. Du matin jusqu'à 22h30, on est dans les quartiers, on voit tout, on voit le matin, la vie de quartier du matin, la vie de quartier de la journée et la vie de quartier du soir. Tout le monde est devant chez eux, à 20h, ils sont devant la télé. Hein. C'est ça. Nous, on est encore sur le terrain. Et même globalement, par exemple, sur les financements politiques, parce que si on parle des financements politiques de la ville, par exemple, vous prenez l'ensemble des financements pour tous les quartiers prioritaires de Tours, ça pèse rien comparé par exemple aux aides pour les entreprises. Je veux dire, on est censé rattraper le droit commun donc en versant des subventions dans les quartiers prioritaires parce qu'on estime qu'il y a des poches de pauvreté. Donc on est censé rattraper le centre-ville, on va dire, pour faire caricatural. Mais on est très très loin de ça. Je veux dire, on est à peine, je veux dire, ça suffit à peine pour justement survivre. Et il faudrait faire beaucoup plus. Et on a l'impression, après les discours, moi j'ai eu la chance d'échanger avec des politiques, mais quand tu écoutes tes discours, tu as peur, tu te dis, on n'a pas de vision. Parce que, oui, l'État ne nous aide plus, on est fermé, on va faire comprendre des priorités. En 2 mots, ils te font comprendre que ton association, elle est là, c'est bien, mais voilà, il va falloir que tu te contentes de ce qu'on te donne.
Et moi, le problème de ma structure, c'est comme tu disais tout à l'heure, ok, on a des licenciés, mais moi, je me suis engagé quand je suis arrivé là-bas à dépasser le sport. Donc maintenant, je me retrouve dans une impasse parce que j'ai développé d'autres actions que les gens dans lesquels ils ont adhéré, les citoyens ont adhéré, qui ont pris des rendez-vous chaque année, comme Fontaine en fête, ils y kiffent, des journées, des repas partagés, ils sont là. Ben, tu te dis, je ne peux pas arrêter tout ça. Si j'arrête tout ça, ils ne vont plus rien comprendre parce qu'à côté, il n'y a plus rien en Fontaine, hein, il y a pratiquement rien. Donc c'est chaud. Hein. À la fin des fins, c'est peut-être aussi donc, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est la reconnaissance du travail qui n'est pas reconnu tout simplement par les institutions. À tout niveau, ouais, à tout niveau. L'écoute, surtout l'écoute, c'est important. Hein. Et pourtant, ils avaient à une époque, enfin pour moi c'est toujours d'actualité, là, c'est le contrat d'engagement citoyen, je crois, un truc comme ça. C'est un contrat justement qui permet, enfin c'est ce qui permet en fait de valoriser le temps donné par les bénévoles au sein d'une association. Et ça vient alimenter le fameux compte personnel, la formation, pour derrière bénéficier de certaines formations. Et l'idée, elle est intéressante. Après, je pense qu'il faut la creuser parce que ces gens qui s'engagent au quotidien, il faut à un moment donné, il y a un besoin de reconnaissance, c'est normal. Et il faut à un moment donné leur donner cette reconnaissance. Ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, et c'est pour ça qu'on perd des bénévoles. Quand on fait. Ouais, et puis et même dans le sport, hein, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que tu as des sportifs de haut niveau, de très haut niveau. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir. Et donc, le problème, c'est qu'à un moment, ils bougent, les jeunes. Hein. Si tu veux, tu ne peux pas les garder. J'ai la première boxeuse professionnelle que j'avais, elle était numéro 1 française. Mais après, ça demande des moyens. Donc, comment perçoivent la ville, la boxe, pas à sa valeur. Pas à sa juste valeur, en tout cas. Voilà. Merci pour ces premiers constats très clairs. On continue d'avancer dans ce débat. Après cette première partie, on a posé beaucoup de constats sur la table. Négit, je me tourne vers vous. Demain, si la mairie pouvait soutenir une action concrète dans le quartier des Fontaines, quelle serait celle que vous priorisez ? Déjà, c'est pas suffisant, en toute honnêteté. On parle sur une, mais c'est comme pour moi, c'est comme si on faisait rien. C'est juste alimenter. Il y a plusieurs actions parce que sur les fontaines, il y a la jeunesse, moi qui est mon dada, on va dire ça comme ça, mais il y a les citoyens. Il y a un taux de pauvreté, vous vous imaginez même pas. Et ça, je le fais personnellement quand je vois les repas partagés et tu vois des gens qui n'ont pas de moyens, qui s'investent, hein, et tant mieux, et que tu les vois heureux, c'est ça qu'ils ont besoin, les gens. Ils ont besoin d'être bien reconnus, être parmi la population, échanger avec l'autre, manger avec l'autre, rigoler avec l'autre. Et ça, une fois dans l'année, c'est pas suffisant. Et je pense que la mairie pourrait travailler. Les Restos du Cœur, c'est très bien. Okay, c'est pas minimiser les gens, attention. Mais organiser les gens, moi, je suis partisan que les gens soient acteurs de leur journée. Et même avec des moyens ou sans moyens, ils peuvent organiser les choses. Le fait la personne organise, même si elle n'a pas de moyens, organise une manifestation qu'on accompagnerait, nous en tant qu'association, ça valorise la personne. Et on oublierait sa situation personnelle. Mais par contre, elle est actrice et les autres emmènent. Et puis on apprend aux gens de reprendre goût à la vie, entre guillemets, et puis avoir un minimum de dignité, quoi. Et ça, c'est des actions. C'est pour ça qu'une action, c'est pas suffisant. C'est pas possible de dire une action. Il y a plusieurs actions à mener par la ville. Et maintenant, lesquelles il faut vraiment creuser pour avoir les priorités. Mais il y a plusieurs actions à mener. À travers l'exemple que vous venez de citer, par exemple des repas partagés où les gens sont ou seraient acteurs, se sentiraient vivants, pleinement investis dans la vie de la cité. Si on refocalise un petit peu sur le sport, même si vous avez dit que vous faites au-delà du sport, qui est vraiment votre cœur de cible. Vous parlez tout à l'heure de valorisation de la discipline sportive qui est la vôtre, donc la boxe. Comment est-ce qu'on valoriserait... Enfin, le sport, ça veut dire qu'il n'est pas suffisamment représenté à Tours. Le sport, on entend beaucoup le sport à Tours, ouais, c'est la ville du sport, mais pas tous les sports. Et on peut avoir des sportifs de haut niveau dans tous les sports.
Et moi, c'est mon cas. Moi, j'ai des sportifs de haut niveau. J'en ai eu plusieurs qui sont partis parce que je reste honnête avec mes sportifs. Je leur dis, je ne serai pas en mesure de payer ton championnat de France, ton championnat d'Europe. Là, j'ai un gars qui est encore classé numéro 2. Je ne suis pas sûr de le garder. Il va faire les championnats de France, ça a un coût. En boxe anglaise, c'est très cher. Si la ville de Tours ne me suit pas, je ne peux pas briser la carrière d'un gamin. Voilà. Et ils oublient une chose, c'est que ces jeunes, c'est des locomotives. On a beaucoup de jeunes, on a énormément de jeunes derrière. Et si le jeune, notre locomotive, on ne peut plus l'alimenter pour avancer, c'est compliqué. Et moi, ça me gêne. Et je suis vraiment, quand je vois une ville, je compare à Châteauroux, qui est plus petit que Tours, qui arrive à se mobiliser derrière leur sportif. D'ailleurs, ma boxeuse, elle est partie là-bas parce qu'il y avait des moyens de la ville, de la métropole, de tout ça. Nous, la métropole ne nous donne rien. La ville, ils nous aident financièrement, mais voilà, c'est pas suffisant pour des sportifs de haut niveau. Et le département. Donc c'est vraiment dérisoire. Si je vous dis, j'ai pas honte de le dire, les tarifs, c'est petit. Après, voilà, c'est leur choix. Mais on ne peut pas attendre de la jeunesse une joie de vivre à Tours, une envie de développer, si, comme disait Buran tout à l'heure, on n'a pas les moyens. On bricole. C'est du bricolage. Même dans le sport, c'est du bricolage. Je parle pour ma discipline. Il y a d'autres disciplines où ça va très bien pour eux. Mais nous, c'est vrai que c'est une galère. C'est galère. Là, en l'occurrence, pour le quartier des Fontaines, c'est oui. préjudiciable de ne pas pouvoir conserver les éléments moteurs. Exactement. Ouais. À savoir qu'en plus, l'avantage qu'on a des Fontaines, c'est qu'on a pas mal de jeunes qui viennent de partout, de tous les quartiers, de la métropole. Mais ça n'empêche pas que... moi, mon objectif, c'était de décloisonner. C'est ça mon objectif prioritaire. Et du sport féminin, beaucoup de sport féminin. On en fait toujours. Et ça, malheureusement, voilà, faut accompagner tout ça. Et là, aujourd'hui, c'est accompagné, mais pas, pour moi, à mon goût, pas assez. Pas assez, ouais. C'est peut-être la même chose en dehors du milieu sportif. Nadia, quel projet, vous, municipal, vous permettrez réellement d'impliquer tous les habitants des quartiers populaires de Tours? Est-ce que vous auriez une idée ou une envie peut-être de projet en particulier ou d'action concrète? Je pense, j'aurais mis l'accent moi sur le NPNRU, le nouveau projet de rénovation urbaine au Sanitas, un quartier classé d'intérêt national, avec des moyens. Et je pense que là-dessus, faut pas se louper parce que justement, c'est l'occasion. C'est vraiment l'occasion d'impliquer les habitants. Et c'est pas sous prétexte que, par exemple, les décisions structurantes du projet ont été prises. C'est pas pour autant qu'il faut couper, on va dire, le contact avec la population. Je pense que ce lien, il doit vraiment être continu parce qu'on est on est sur un quartier de 8000 habitants qui va réellement se transformer. Autour, à proximité de ce quartier, on va avoir un projet structurant qui est la 2e ligne de tramway. Là aussi, c'est l'occasion de réfléchir à la manière dont on va créer de l'emploi qui pourra profiter, par exemple, aux jeunes issus des différents quartiers. Ça va traverser le quartier des Fontaines. C'est vraiment, on va dire, l'occasion rêvée, justement, de pouvoir mettre en place des actions et puis d'impliquer les habitants sur la réflexion qu'ils ont, la manière d'imaginer un petit peu l'avenir de leur quartier, mais vraiment de profiter de tous ces gros projets là à centaines de millions d'euros justement pour former des jeunes sur des nouveaux métiers. Aujourd'hui, on se retrouve, je crois qu'on a tous la même problématique, on se retrouve à un moment donné dans l'année avec un certain nombre de demandes de stages de gamins qui, pour faire ne serait-ce qu'une ou 2 semaines de stage, ne trouvent pas d'entreprise pour les accueillir. Alors là aussi, c'est l'occasion, mais ça veut dire que faut vraiment remettre tout ça à plat et puis travailler en réseau parce que tous nous sommes, de toute façon, on partage vraiment les mêmes problématiques. Ça peut être des familles différentes, mais de toute façon,
que ce soit à Joué, que ce soit aux Fontaines, aux Sanitas, à Tournant, enfin bref, peu importe, la problématique est la même. Donc voilà, pour moi, vraiment, le sujet, c'est que là, il va y avoir de gros projets à venir et il faut vraiment s'en emparer pour justement créer une dynamique économique, sociale, etc. Justement, en parlant des gros projets urbains, des lieux structurants, il y a peut-être besoin de faire réseau aussi à travers, par exemple, les maisons de quartier, les différents locaux associatifs. Est-ce qu'il y a aussi tout ça à repenser dans la manière dont ces différentes structures communiquent, collaborent entre elles? Dans le cadre du NPNRU, ça a été globalement bien travaillé, justement, l'idée de repositionner certaines associations sur le périmètre du Sanitas. Mais alors, la discussion, elle s'est faite aussi en direct avec les associations, enfin, avec les acteurs de terrain. Mais le sujet, c'est vraiment de remettre les citoyens vraiment au cœur des discussions. Ça, c'est important. Et ça, on l'a perdu, finalement. Ce fil-là, on l'a perdu. Parce que, voilà, on considère que ça y est, globalement, les grosses décisions sont prises, mais c'est pas pour autant qu'on doit couper le contact, quoi, avec la base. C'est super important. On a désintéressé les habitants, c'est vrai. C'est vrai qu'ils n'avaient plus le droit à la parole. Et quand ils disent, nous, je ne sais pas si tu l'as peut-être dû le rencontrer dans les tables de quartier, quand tu échanges sur un sujet, tac, et bien à la fin, tu leur dis, voilà, on va remonter les trucs, ça s'arrête là, quoi. Après, ils décident, on va prendre ci, on va prendre ça. En fin de compte, ce qu'on a fait en amont, je ne vais pas dire que ça ne va à rien, mais voilà. Mais c'est dommage que c'est eux à la fin qui décident, moi je prends ça. Ils ne savent pas pourquoi. C'est pour ça que je parlais d'experts. Il y a des gens qui sont sur le terrain, ils connaissent correctement la mentalité des gens, le quartier en lui-même, la vie du quartier. Et voilà, chacun son domaine. Moi, tu vas me dire, mets-toi à la mairie, je ne connais rien, moi. Mais par contre, sur le terrain, je connais. Maintenant, parce que je l'ai vécu, je suis issu comme Buran de la Rabière. Donc on sait, on a senti, on a vécu, on a mangé quartier. Toute notre vie, c'est ça. Donc on sait de quoi on parle. Hein. Donc voilà. Et pour revenir au tram, peut-être, j'espère, et je pense que le tram va apporter, il va décloisonner les fontaines. Hein. Pour ma part, ça va faire je suis content parce que ça va quand même décloisonner les fontaines, parce que c'est un gros problème d'arriver aux fontaines. Hein. Moi, je serais un peu plus pessimiste sur, par exemple, le tram. Nous, on a l'expérience à jouer les tours à la Rabière. Justement, en 2013, le tram est venu traverser le quartier de la Rabière. Et effectivement, alors, pour ce qui est des comment dire des flux, de la connexion. Voilà, rétablir la connexion avec le centre-ville, tout ça, pas de problème. Effectivement, ça a désenclavé le quartier de la Rabière. Et après, ça a aussi son lot de... alors nous, on a remarqué quelque chose, c'est que partout où le tram passe, c'est-à-dire sur le tracé du tram, il se passe un phénomène de gentrification en fait, des abords. Et il y a même des urbanistes là, qui parlaient à l'époque, ça commence déjà à dater cette affaire-là finalement, d'effets plumeaux du tram. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on commence à remarquer. Et voilà, donc aux abords, donc, à côté des arrêts de tram par exemple, tous les immeubles qui sont à côté, ils sont rénovés. Et sur le long terme, hein, la gentrification, c'est ça, c'est que ça prend son temps. Et in fine, on se rend compte que en fait, la population qui était là, elle est partie. Et souvent, elle est partie assez loin. Donc du coup, ça, c'est un phénomène qui va qu'on constate sur la première ligne, donc qui va peut-être se renouveler. Il y a une crainte. Voilà, il y a une crainte là-dessus. Donc, effectivement, donc c'est pour ça que la présence des habitants dans les réunions de concertation, dans les choses comme ça, elle est importante. Et malheureusement, c'est les derniers qui sont conviés. Enfin, ils sont conviés sur la forme, il n'y a pas de problème. Hein. Tout le monde est invité à participer, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, c'est très facile d'annuler un peu la parole des habitants, enfin, de la rendre inaudible, c'est assez facile. Et voilà, donc tout ce qui est, donc du coup, on fait des choses et tout ce qu'on fait à la place, finalement, à la place des habitants, en se disant si ça va leur plaire, c'est bon pour eux, tout ça, on le fait contre eux finalement.
Négide disait tout à l'heure, je rebondis sur ce que vous avez dit, Négide, on a réussi à désintéresser les gens des quartiers. Justement, vous travaillez tous, mais là je vous pose la question à vous, Buran, sur la mixité intergénérationnelle. Il y a aussi un enjeu au sein même des quartiers à reconnecter les personnes plus âgées, des actifs et des jeunes. Évidemment, mais quand le lien social se délite, c'est le lien aussi intergénérationnel qui se délite. Et effectivement, nous, on n'est pas à l'abri et on est touché de plein fouet par justement les cassures générationnelles. Effectivement, aujourd'hui, voilà, le presque vieux que je suis, moi, je ne reconnais plus certains jeunes, quoi. Et alors que franchement, je suis encore sur le terrain, il y a un vrai décalage qui s'est installé. Et c'est contre ça aussi qu'on essaie de se bagarrer et de remettre, voilà, c'est des choses des fois très basiques, hein. La petite fête de quartier, effectivement, le repas partagé, des choses comme ça. Nous, on a produit un documentaire qui fait justement je pense que la question de la mémoire aussi, elle est importante parce que quand on se sent appartenir à une histoire comme ça, eh ben on s'inscrit aussi, on s'inscrit dans cette histoire-là et on essaye de tisser des liens. On a donc dans cette idée-là, on a fait un documentaire qui raconte un peu, donc c'est une série d'interviews qui raconte un peu comment donc les personnes qu'on a interviewées, ils sont arrivés sur le quartier de la Rabière, comment ils ont vécu. On leur a posé des questions sur la rénovation urbaine, sur finalement ces 60 dernières années, comment vous avez vécu Donc c'est un documentaire qui, je pense qui fera, c'est notre contribution à justement à essayer d'améliorer les choses, quoi. On pourra envoyer tous nos téléspectateurs vers ce documentaire. Eh ben, il sera bientôt en ligne. Ça s'appelle S'il m'était compté la Rabière. Voilà, donc c'est 100% local, c'est 100% fait avec très peu de moyens. Par contre, c'est de qualité. C'est de qualité. J'ai beaucoup parlé moi pour l'instant, donc je passe la main à Julie pour la suite. Donc on va maintenant aborder un sujet central pour l'avenir de Tours, la jeunesse et donc les réalités vécues dans les quartiers. Il y a des parcours, il y a des difficultés, mais il y a aussi énormément de potentiel, dans les quartiers. Et on va parler donc d'un enjeu clé, le décrochage scolaire. Donc selon vous, quelle mesure immédiate contre le décrochage scolaire serait la plus efficace dans vos quartiers respectifs ? Je commence par moi. Oui, vaste sujet. Bon, je ne suis pas une spécialiste de la question, mais de toute évidence, déjà, on va commencer par l'école. Hein, par l'école. Moi, ce que je constate, c'est que on a une carte scolaire maintenant qui est imposée et qui doit être respectée par les familles qui vont inscrire leurs enfants. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est de voir finalement que certaines écoles se ghettoisent. C'est une réalité. C'est-à-dire que dès qu'il y a une certaine population, un petit peu trop importante qu'on ne veut pas forcément voir, on a des familles, on va dire, de classe moyenne, pas forcément aisées, mais un minimum de classe moyenne, qui vont avoir le réflexe d'inscrire leurs enfants dans le privé. Je le vois, c'est encore un débat qu'on a eu pas plus tard qu'hier soir. Donc déjà, ce problème de mixité-là, on le perd d'entrée. C'est vraiment, on sépare les gens en fait directement. Pour moi, déjà, la mixité culturelle et sociale, elle est fondamentale. Après, la question, c'est pas de dire quand on est un enfant issu d'un quartier qu'on est forcément en difficulté ou forcément, c'est pas le sujet. Mais cette question-là, elle est fondamentale. Après, j'ai envie de dire, le décrochage scolaire, on a quand même, on a des associations qui elles font un gros travail de soutien scolaire, mais là on est vraiment sur une question de moyens. Alors, par rapport aux jeunes en décrochage scolaire, nous on a vécu un programme qui s'appelait le PIC. C'est un programme national qui a été mis en place pour accompagner des jeunes de 16 à 25 ans
la plupart étaient en décrochage. On a touché beaucoup plus de jeunes de 16, 17, 18 ans. Et ce programme a été proposé par le ministère de l'Emploi et une association nationale, l'Agence nationale de la performance sportive et sociale, et donc qui découlait dans les fédérations. Et nous, on a été choisis en tant qu'association pour mobiliser les jeunes qui étaient en décrochage, ce qu'ils appelaient les NEET, les invisibles. Hein. Et donc on allait chercher, il y a ceux-là et les décrochages. Donc ce programme a été mis sur 2 ans. Malheureusement, c'est tombé à l'eau. Au bout de 2 ans, on a mobilisé plus de 40 jeunes pour notre part au niveau du club. On a accompagné filles et garçons. Et il y avait un programme très intéressant qui a été soutenu par la ville de Tours. C'est les seuls qui ont soutenu ici, même si c'était dérisoire, mais ils ont soutenu l'action. Et c'est un truc qui avait super bien marché. Sur les 40 qu'on a eu, on a eu 36 qui ont retrouvé l'emploi et la formation. Et donc, d'ailleurs, ça nous a valu d'être reçus à l'Élysée par rapport à ça, par rapport aux résultats, par rapport à tout le travail qui a été mis en place. Et malheureusement, on revient au problème financier, c'est que tout le monde s'est désengagé, malgré que ça marchait. Et déjà, les gens ne comprennent pas pourquoi ça n'a pas été pérennisé, reconduit. Après, c'est un choix politique. C'est parce que donc, par le manque de moyens, en fait, on perd toutes les solutions qu'on a, tout ce qui fonctionne en plus, la preuve en est là. Il y a un vrai souci effectivement sur le financement proprement des actions. C'est-à-dire que souvent, on a affaire à des appels à projets. Je ne vous parle même pas de la concurrence que ça met en place entre les grosses structures et les petites structures, parce qu'on concourt tous sur le même projet, enfin appel à projet. Et souvent, les appels à projets ne sont pas dans la durée, quoi. C'est-à-dire que c'est 1, 2, 3 ans. Et après, qu'est-ce qu'on fait au bout de 3 ans ? Et nous, donc, on passe énormément de temps à mettre en place ces actions-là, donc à les calibrer, à les travailler. Vraiment, c'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps. On s'engage, on lance l'action et à peine on a commencé, qu'on est déjà en train d'abord, on passe pareil, on passe énormément de temps après à évaluer. Donc, finalement, le temps actif et le temps où on propose, vraiment, il est trop restreint. Et c'est, donc là, récemment, alors depuis quelques années, sur les financements politiques de la ville, on a réussi à se faire financer, sécuriser nos financements sur 3 ans, donc financement politique de la ville, État et municipalité. Sur 3 ans, mais au bout de 3 ans, c'est pas suffisant. Donc c'est ça. Et puis il y a tellement d'annonces, de contre-annonces. En plus avec la vie politique, nationale qu'on a eue, c'était une catastrophe. Là, on a perdu, par exemple, les services civiques. Par exemple. Comme solution au décrochage scolaire, on avait les services civiques et c'était efficace, ça fonctionnait. On vient de les perdre dans les quartiers prioritaires, on vient de les perdre. Et c'est un énième coup à céder aux assos. À partir de 16 ans, c'est vrai qu'on en prenait en service civique, on les remettait en action, mais maintenant c'est vrai qu'on ne peut plus prendre. Là, mais dernièrement, on m'a parlé de ça. Suite au projet d'insertion par le sport, ils ont créé des emplois socio-sportifs dont je bénéficie moi aujourd'hui. Et le problème, je peux avoir mon statut socio-sportif, mais si je n'ai pas de moyens financiers, comment je fais ? Comment j'accompagne les jeunes ? Parce qu'il y a encore des jeunes qui sont à la rue. Mais oui, je vais leur proposer quoi comme contenu ? Faire un CV, non, ils ont besoin d'autre chose. C'est du concret. Donc, et là, je ne comprends pas qu'il y a ce décalage de réflexion. C'est-à-dire, ah oui, mais vous avez un emploi socio-sportif. Oui, je l'ai, et je suis capable de le mener, mais avec quels moyens ? Et ça, le problème, il ne se pose pas la question. C'est ça qui me pose. On va venir d'ailleurs à cette question, la facilité de l'emploi pour les jeunes. Donc, comment est-ce qu'on faciliterait l'emploi dans les quartiers pour les jeunes à Tours ? En tout cas, qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous feriez différemment, en tout cas ? Il y avait un dispositif qui était intéressant, c'était le dispositif emploi franc. Les investissements donc dans les emplois francs, les exonérations de taxes. Il y avait les financements pour l'alternance. Tout ça a disparu, donc forcément, il n'y a plus rien. Puis on a un sujet aussi autour des missions locales.
à qui on a coupé les vivres aussi. C'est-à-dire qu'on a, sur l'ensemble de la France, on a quand même un certain nombre de missions locales qui sont en danger, justement, parce qu'il va y avoir des suppressions de postes. On sait que la mission locale, c'est quand même une structure qui est extrêmement importante, justement, pour la prise en charge globale, en plus, du jeune. Ce n'est pas que la recherche de l'emploi, finalement. C'est aussi comment l'aider à se loger, comment l'aider à passer son permis de conduire, enfin voilà, plein de petites choses. Et c'est vrai que toutes ces coupes sombres-là, enfin, tout à l'heure on parlait de décrochage scolaire qui était quand même une des priorités, il me semble, sous l'ère Macron, quand il a été réélu. Il en avait fait un petit peu, c'était un peu son cheval de bataille. Son cheval de bataille avec sa femme, etc. Et en fait, c'est ça, c'est le manque de visibilité finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'incapacité de se projeter finalement pour des associations. Bon, nous, on n'est pas concernés parce qu'on n'a pas de salariés, on ne perçoit pas de subventions publiques. Mais je veux dire, pour des associations qui doivent quand même, pour du monde, pour du personnel, puis du personnel qui joue son rôle sur le terrain. On n'est pas, on n'est pas là à biberonner, comme on dit, des gens qui servent à rien, quoi. Et c'est le sujet, c'est-à-dire que sur toutes ces problématiques, tout à l'heure tu parlais de précarité grandissante, bah, ça a un impact sur le décrochage scolaire. Bien sûr. Ça a un impact sur la jeunesse. De toute façon, tout est lié, que ce soit par rapport à l'école, l'éducation, vers l'emploi, vers l'intégration, c'est le melting pot. Mais le décrochage scolaire, c'est ça. Il y a des freins qui sont réels. Moi, j'ai eu le cas sur les jeunes, je reviens sur mon expérience. C'était quoi? Il dormait dans la rue, à Tours. Il était musicien de base. Et on essayait de le raccompagner, mais il ne savait pas où loger. Donc, je pense que sa priorité, c'est de savoir où il allait dormir le soir, quoi. Et il prenait un pécule à la fin du mois de 500 €, même pas. Il était heureux, le mec. Mais sa priorité, c'était... il était investi, mais il avait ces freins qui étaient manger, dormir à côté, qui ne lui donnaient pas l'opportunité de vivre réellement son accompagnement. Et là, malheureusement, aujourd'hui, il y a même des jeunes de 16 ans qui sont à la rue, ils dorment chez le pote, machin. Et nous, on n'est pas non plus des sorciers pour faire la solution. Mais par contre, on le voit d'ailleurs avec les étudiants. C'est-à-dire que au départ, on avait décidé de faire une distribution de denrées alimentaires. On était sur quelque chose de très exceptionnel en fait. Et puis finalement, c'est devenu quelque chose de régulier, c'est-à-dire que tous les mois, on organise cette distribution-là. Et on va dire, 90% de nos bénéficiaires sont les étudiants en grande précarité. C'est-à-dire que cette jeunesse-là, déjà qui a subi de plein fouet le confinement, parce que ça a été quand même très difficile, se retrouve aujourd'hui en grande précarité. Je suis désolé, j'interviens, il faut que je recadre un petit peu parce qu'on va manquer de temps après. Ouais, c'est ça. On va avancer vers la dernière partie, le flash défi, toujours animé par Julie. C'est un format un peu plus court, un peu plus dynamique. Alors, bienvenue au Flash Défi. Donc, le principe est très simple. 4 questions, 1 minute par réponse. Il n'y a pas de détour. On veut du concret, du courage et de l'authenticité surtout. On commence avec notre première question sur la priorité locale. Si vous pouviez améliorer un seul point dans votre quartier demain, lequel serait-il et pourquoi ? Moi, je vais reprendre ma casquette de directeur du VERC au Rives du Cher. Ce serait un équipement sportif au cœur du quartier. Voilà. Nadia ? Juste un projet. Oui. En quelques mots. Moi, c'est l'implication des habitants dans le cadre du NPNRU. Et moi, je dirais, c'est favoriser le vivre ensemble, beaucoup plus que ça existe. C'est pas assez. Ensuite, vérité de terrain, quelle est la plus grande difficulté quotidienne que rencontrent les habitants de votre quartier, Buran ? Que la ville, en tout cas, du moins, ignore encore en termes de difficultés. La précarité alimentaire, clairement. Enfin,
la ville l'ignore pas. On va pas les accabler. Hein. La ville l'ignore pas, mais effectivement, il y a une très grande précarité alimentaire. Les gens s'en cachent aussi. Hein. Je veux dire, voilà, on sort pas de chez soi. Enfin, on se met pas au balcon en disant coucou, je meurs de faim. Mais effectivement, ça, par exemple, c'est un sujet sur lequel il faut mettre le paquet. Je vais enfoncer le clou. Moi, je vais parler de nuisance. Parce qu'aujourd'hui, il y a un déploiement de rats dans le quartier du Sanitas. Et pour moi, c'est un très mauvais signal. Ils étaient au Rive du Cher, ils sont arrivés chez vous. Ouais. Et moi, je dirais la précarité aussi, l'isolement, précarité et l'isolement. C'est ça sur lequel il faut travailler parce que c'est triste. Hein. On les voit venir, hein. Même les habitants venir parler 5 minutes, 10 minutes, c'est qu'il y a un problème. Et l'insalubrité, c'est pas entretenu, les quartiers ne sont pas assez entretenus. Moi, je parle pour ma part, mon quartier en QPV, c'est sale, hein. C'est très sale. Ouais. Et bien justement, si vous aviez un budget, si vous aviez 500 000 € pour un projet concret dans votre quartier, quelle initiative prioriserez-vous et comment l'utiliser exactement? Je pars à Marrakech. Avec les habitants du quartier. Comment? Avec les habitants du quartier. Ah non, Non, tout avec seul. 500 000. Non, je rigole. Avec 500 000 €, c'est beaucoup, c'est peut-être pas beaucoup, j'en sais rien. Hein. Mais j'ai pas ce que je ferais, de réhabiliter déjà les choses parce que c'est vraiment, ça donne pas envie. Le quartier ne donne pas envie à vivre. Hein. Plus attractif. Ouais. Il manque de couleurs, il manque de plein de choses, d'envie. C'est triste, c'est gris. C'est pire en pire. Moi, j'ai vécu en Fontaine, c'est pire en pire. C'est gris, ça devient de plus en plus mort. Hein. Donc c'est triste. Ça n'a pas envie de venir dans le quartier. Ouais. On va avoir un magnifique tram qui va passer, mais les bâtiments ils vont être dégueulasses. Donc c'est triste. Moi, alors 500 000 € pour un équipement sportif, c'est pas assez. Ouais. Non, moi je construirais, je ferais construire une salle familiale. Parce que pareil, donc en plus de l'équipement sportif, au Rive du Cher, on manque de salles familiales. C'est-à-dire que quand vous êtes une famille, souvent en plus, nous, au Rive du Cher, la spécificité, c'est qu'on a des familles nombreuses, parce qu'on a encore beaucoup de grandes surfaces, des grands appartements. Donc du coup, on a beaucoup de familles nombreuses. Quand vous voulez faire un anniversaire, ou un mariage, ou un baptême, ou un décès, eh ben, vous avez quasiment rien. Donc du coup, voilà, construire une salle familiale dans laquelle on peut cuisiner et accueillir ses amis, sa famille. Voilà. Par contre, il faut avoir l'accès. C'est un peu mon champ de bataille en ce moment, avoir un accès facile. Géré par les habitants, par exemple. Voilà, il y a pas de, c'est pas impossible à faire. Je veux dire, voilà, si on devait gagner sur les institutions, sur les institutionnels, c'est ça. C'est-à-dire que être capable d'avoir des équipements qui sont gérés par les habitants. Moi, pour 500 000 €, ce serait un restaurant autour des cuisines du monde. Parce que déjà, c'est l'ouverture sur le monde, c'est la tolérance, c'est le vivre ensemble, comme disait Nadine. Et en général, autour d'un bon repas, on arrive on discute bien et puis l'échange se fait facilement et on arrive à nouer du lien, tisser du lien. On casse un peu justement l'isolement, on peut se retrouver avec les différentes générations. Voilà, on est dans le partage d'expériences et pour 500 000 €, on peut aussi, on peut faire de la solidarité. Très bien. Eh bien, on va passer sur la dernière question, le courage politique. Quelle décision impopulaire mais nécessaire prendriez-vous pour améliorer la vie des jeunes ou des familles dans les quartiers? Impopulaire. Le problème, c'est que ça force à parler comme des politiques, ce truc-là.
Non, voilà, je vais parler comme un politique, c'est pas grave. Avoir une action forte, mais vraiment, vraiment forte sur la consommation, par exemple, les stupéfiants en général. Mais par exemple, là, le phénomène récent qu'on constate, c'est le protoxyde d'azote, par exemple, pas d'azote, voilà, les ballons. Hein. Et du coup, ça, on devrait pouvoir trouver un moyen d'intervenir là-dessus. Je sais, là, j'ai pas comme ça d'idée, et en règle générale sur la consommation de stupéfiants. Je dirais clientélisme associatif. C'est-à-dire que on peut présider une association, ou être militant dans une association, ne pas être forcément raccord avec les dirigeants du moment, on va dire, et se respecter et ne pas avoir peur justement de se faire couper les vivres parce qu'à un moment donné, on l'a un peu trop ouvert. Et on part du principe que l'argent public, c'est l'argent public, c'est-à-dire ce sont nos impôts, et qu'on est en droit de ne pas être d'accord. Bon, ce soit même exactement la même chose. Exactement la même Et idée, même donc. exactement. On ne nous achète chose. pas. Comment? Tu en sais quelque chose. Ah ouais. Eh bien, écoutez, c'est parfait en tout cas pour le flash défi. Merci à tous. Merci. Merci. Écoutez, merci à tous. On arrive au terme de cette émission. Vous l'aurez compris, les quartiers ont beaucoup de solutions. Je vous remercie individuellement tous les trois. Buran, Nadia et Neji d'être venus nous parler de vos quartiers, des enjeux. Un mot peut-être. Un mot, je vais faire la pub, c'est le 5 mars à la librairie dont j'ai oublié le nom, avenue Gramont. Il y a l'intervention de deux personnes sur les libertés, donc c'est une conférence sur les libertés associatives. Et voilà, ça rejoint ce que disaient Nadia et Nejid. Voilà, donc Julien Talpin, c'est un des intervenants. Donc voilà, je vous invite tous à aller. Voilà, à côté de Éthique Étape, c'est ça non, c'est l'étape 84. Étape 84. Voilà, à côté, vous avez une librairie. Je suis désolé pour le. Donc, en plus. On trouvera le nom si besoin. Voilà, donc si vous pouvez faire la pub, ça peut être pas mal. Pas de souci. Merci encore Merci à Wetech tous TV les trois. de l'accueil. Hein, Merci Julie. Le talk, c'est fini. C'était le débat qui donne la parole aux citoyens de la métropole Tourangelle et qui met donc en lumière leurs initiatives avec Wanted TV et la fabrique d'images citoyennes. Le débat continue et continuera longtemps encore dans les quartiers. Merci beaucoup. À bientôt.